Bonjour à tout le monde. Donc vous l'aurez entendu, la conférence est enregistrée. Je suis ravie de partager ce moment avec vous. L'idée quand même, c'est que ce soit le plus interactif possible. Donc vraiment, n'hésitez pas là tout au long de ce temps à poser des questions dans le chat ou à interpeller. C'est quand même encore, me semble-t-il, ce qui a le mieux. Alors d'où je parle? Eh bien, je parle en tant que présidente de l'association française des aidants, une association donc qui, pour le dire rapidement, qui existe depuis 2003 et qui effectivement concerne l'ensemble des proches aidants. Alors tout d'abord, ce qu'on vous propose, c'est effectivement de revenir sur qui sont les proches aidants. Les proches aidants, et ce ne sont pas des professionnels de santé. Et la distinction, elle est extrêmement importante. Ce sont des personnes qui, depuis leur place de proche, et parce qu'ils se sentent proches, ils sont proches de quelqu'un, peuvent être amenés à un moment, pour des raisons de situation de maladie, de situation de handicap, de situation d'avancée en âge pour lesquelles il peut y avoir besoin d'aide à l'autonomie, sont amenés à endosser un rôle d'aidant. Et je tiens vraiment aux proches aidants parce que la distinction, elle est très importante. Euh, Ce sont donc des personnes qui sont non professionnelles, au sens non professionnel, en tout cas qui n'agissent pas dans un cadre en tant que professionnels de santé et qui viennent en aide. Alors ça peut être à titre principal ou avec d'autres personnes de l'entourage à une personne de laquelle dont ils se sentent proches. Donc cette aide peut concerner des soins, parfois des gestes qui peuvent être vraiment techniques, hein, par exemple aspiration de trac. Pour autant, quand bien même ces gestes seraient de même nature que ceux réalisés par un professionnel, comme le cadre émotionnel et affectif n'est pas le même, et bien ce qui va s'y jouer est de nature différente. Ça peut aussi effectivement concerner des activités de la vie quotidienne, aider à la toilette, par exemple, aux démarches administratives. Et puis, il y a notamment le soutien psychologique et cette veille, cette attention permanente que beaucoup de proches aidants, effectivement, nous expriment, cette attention de tous les moments, et notamment qui se traduit par un rapport le plus souvent au téléphone, qui est un rapport de grande vigilance. D'après les dernières données, donc c'est près de 10 millions de personnes en France qui sont concernées par cette situation de vie et on retrouve, quand bien même chaque situation est différente, des éléments en lien avec la relation donc affective, hein, je vous disais, des ressorts émotionnels, quand bien même la situation affective serait, comme on dit, dysfonctionnelle néanmoins, la nature de l'aide, il y a une fréquence, une régularité, on peut accompagner quelqu'un sur des temps plus ou moins longs, néanmoins on retrouve cet élément de régularité, et puis parfois sur plusieurs décennies, donc un élément de durée. Le point qui est particulièrement important, c'est qu'effectivement, proches aidants, quand bien même encore une fois ils seraient, de par leur métier, des professionnels par ailleurs, n'interviennent pas dans ce cadre-là à ce moment-là, et d'être très vigilants sur la non-substitution de l'un à l'autre. Si on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne les situations, nous naissons tous en situation de vulnérabilité, puis il peut y avoir des facteurs de fragilisation. Les proches aidants peuvent accompagner des personnes ayant des cancers, parfois avec des récidives et donc de façon successive, mais également des personnes ayant des maladies psychiques, des personnes en situation de handicap, de polyhandicap également, et puis des situations effectivement où, par exemple, en raison de l'avancée en âge, eh bien, il y aura un besoin plus particulier de soutien à l'autonomie. Il n'est pas rare qu'un proche aidant accompagne plusieurs personnes, soit en même temps, soit de manière successive. Ça n'est pas, comme on dit, un proche aidant, une personne accompagnée. Il y a vraiment, là, au travers des situations de cumul qui vont justement parfois conduire à exacerber certaines situations. Si on passe après, s'il vous plaît. On entend beaucoup, et notamment dans les médias, un portrait très sombre finalement des situations d'accompagnement, où beaucoup de termes comme fardeau, charge reviennent en permanence. Alors certes, il y a un certain nombre de situations dont les vécus peuvent être très difficiles et je vais y venir ensuite. Néanmoins, beaucoup aussi dans ces situations en fait expriment des aspects qu'on pourrait qualifier de plus positifs, notamment de liens un peu plus nourris avec les personnes accompagnées, des ressources aussi que certains ne se soupçonnaient pas d'avoir, notamment en termes de coordination, de communication, de gestion de crise également, avec des capacités techniques qui peuvent être particulièrement poussées. Et donc, il y a des savoirs issus de l'expérience de l'accompagnement qui sont renforcés
ou développer. Ces éléments positifs coexistent avec des aspects qui peuvent être des aspects, je disais, plus difficiles, voire délétères dans un certain cas. Donc on a vraiment des coexistences de plusieurs aspects. Et pourquoi? Parce que tout simplement, comme je vous l'évoquais, euh, bien souvent, un proche aidant, avant d'être aidant, est proche. Et donc cette place précédant le rôle, il s'y joue des éléments d'ordre affectif et relationnel qui sont très importants. Si on passe à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, donc, les proches aidants accompagnent des personnes qui, pour des raisons de maladie notamment, vont avoir besoin d'aide dans la vie quotidienne concernant, par exemple, leurs soins. Et parfois, on peut avoir cette perception que finalement, les proches aidants seraient des personnes en bonne santé, que parce que c'est la personne qui est à côté d'eux, de celle qui vient notamment en consultation, de celle qui est hospitalisée, eh bien finalement ça irait. Ce qu'on observe, et c'est notamment les résultats d'études, c'est qu'en fait nombre de proches aidants repoussent les soins pour eux-mêmes en raison de l'accompagnement d'un proche. Il y a une priorisation des soins pour la personne accompagnée. Et le fait que l'ensemble de ces efforts soient concentrés vers la personne accompagnée amène bien souvent des reports de consultation. Donc un élément qui peut être important, notamment quand vous voyez effectivement les proches de vos patients, c'est de pouvoir aussi échanger avec eux sur leur vécu, leur situation. Souvent, ce qui nous est relaté, c'est que quand on est la personne qui est à côté d'eux, d'une autre personne, on ne demande pas comment elle va. On demande à la première personne qui vient. Et puis ce qu'on observe également, c'est notamment des troubles du sommeil, très clairement, avec parfois de la prise de médicaments, notamment anxiolytiques, et puis des douleurs en raison de gestes de transfert, des douleurs physiques, le dos principalement, qui sont accrues parce que les gestes de transfert qui sont effectués ou les portages amènent tout simplement un certain nombre de troubles musculo-squelettiques. Il y a également des impacts, au-delà de la santé, sur la vie familiale dans son ensemble, la vie sociale et également les loisirs. C'est-à-dire de la même façon que nombre de proches aidants reportent les soins pour eux-mêmes, eh bien nombre de proches aidants vivent une forme de rétrécissement de la vie sociale. Et notamment un des marqueurs de la vie sociale, c'est le loisir. Et donc, un des premiers trucs qui tombe bien souvent, alors que c'est aussi un endroit pour socialiser avec d'autres personnes. Les loisirs, c'est un moyen aussi de lutter contre l'isolement social. C'est un des premiers éléments qui tombe bien souvent quand on entre dans une situation d'aidance. Si on poursuit, s'il vous plaît. Côté professionnel, et ça c'est peut-être un des sujets que vous entendez un peu plus dans les médias, c'est que comme je l'expliquais, le fait d'être à côté d'eux amène bien souvent le sentiment que, d'une certaine façon, on ne s'adresse pas à nous pour demander comment nous allons à côté de la personne qui vient directement en consultation, qui est hospitalisée, pour lequel il y a un suivi de soins. Et ce qui amène que près d'un proche aidant sur deux estime être rarement pris en considération par les professionnels, et notamment les professionnels qui accompagnent le patient. Et donc, dans le fond, finalement, de manière assez logique, on retrouve un chiffre assez proche où près d'un sur deux ne parle pas non plus de leurs difficultés liées à leur situation d'aidance avec les professionnels. Et ça va avoir un impact puisque de fait, nombre de proches aidants ne s'autorisent plus à penser à ce qu'ils ne peuvent plus, ne peuvent pas ou peuvent dans la relation d'aide, ou à ce qu'ils ne veulent plus, ne veulent pas ou veulent dans la relation d'aide. Et donc beaucoup vivent cela au bout d'un moment comme une forme d'assignation, avec un certain nombre d'injonctions qui peuvent être des petites phrases du quotidien que les uns et les autres peuvent être amenés. Parmi les petites phrases du quotidien qui font ces injonctions, ça peut être des phrases parmi celles que nous entendons assez régulièrement, du type écoute, après tout ce qu'il a fait pour toi, tu peux bien faire ça pour lui, ou c'est ton enfant. Donc, ces petites phrases qui sont très injonctives, en fait, bien souvent assignent à la relation d'aide, mais encore une fois, je reviens à ce que je disais au tout début, avant d'être aidant, nous sommes des proches. Et donc, bien souvent, une des premières et la principale aspiration des proches aidants, c'est pour la personne accompagnée que la personne accompagnée ait accès aux soins requis en qualité et en quantité, voilà, ce qui n'est pas toujours le cas,
Et puis pour elle-même, qu'elle puisse encore se sentir comme étant un proche et pas auxiliaire, pas infirmier, pas coordinateur administratif. Parce que quand le poids des actions endossées au titre de ce rôle d'aidant devient trop fort, bien souvent il y a ce sentiment de ne plus se sentir dans sa place de proche, et notamment parmi les difficultés, c'est une des difficultés principales. Si nous poursuivons, donc je vous ai évoqué les premières attentes, l'attente concernant la personne accompagnée, l'attente de pouvoir effectivement trouver ou retrouver sa place de proche aux côtés de la personne accompagnée. Et puis, il y a des grandes demandes, on va dire, qui viennent de façon régulière. Il y a les demandes en termes d'information de manière générale. Et on oublie, tout particulièrement à l'heure actuelle dans notre contexte, que c'est pas parce que l'information est accessible sur Internet qu'elle est activable. Il y a un vrai différentiel entre trouver l'information sur un site internet et être en capacité par soi-même de la qualifier de façon ensuite à l'activer. En gros, ce que la personne au guichet faisait avant. Elle a livré une information, elle vous aidait à qualifier le cheminement pour ensuite que vous puissiez activer. Bon, là on voit bien, notamment avec nombre de supports qui sont dématérialisés, que l'accès à l'information se fait de façon beaucoup plus complexe. Et lorsqu'il est trop dématérialisé, lorsqu'il n'est plus médié humainement, eh bien, d'une certaine façon, ça amène des sentiments d'éloignement vis-à-vis des établissements, des structures, des professionnels qui fournissent les différents accompagnements et services. Autre grande catégorie donc d'attente et de réponse, c'est la formation. Alors, il y a deux grands types de formation. Spontanément, beaucoup pensent à la formation aux gestes, on va dire, dits techniques. Ça peut être le cas, mais ça n'est pas la majorité des demandes. La majorité des demandes, ce sont des formations pour guider dans l'autodétermination. Alors, l'idée n'est pas de dire que tout le monde a le choix de tout ou tous les choix, mais en revanche, lorsqu'on accompagne un proche, il y a des formes d'ajustement du quotidien qui se font, hein. C'est un peu un exercice d'équilibre, si je puis dire, sur le fil. Donc, il y a des ajustements, des renouvellements du choix au jour le jour. Et finalement, il y a des formations souvent pour lesquelles qui sont demandées pour aider, accompagner dans ce processus d'autodétermination, de déterminer justement ce que j'évoquais, ce qu'on peut, ce qu'on veut, ou plus, ou pas, dans la relation d'accompagnement. Parce qu'un des enjeux, c'est encore une fois de se sentir toujours proche d'eux, dans une place de proche d'eux, et d'avoir, de vivre, de se dire que l'accompagnement dans lequel nous sommes est un accompagnement qui est digne, dans des conditions de dignité. Parmi les autres demandes, donc le corollaire de ce que je vous évoquais sur les impacts de la santé, c'est tout simplement l'accompagnement concernant sa propre santé. Il y a tout ce qui va concerner la sphère professionnelle avec notamment l'articulation entre les différents temps, et puis des dispositifs notamment comme la médiation familiale. Il n'est pas rare dans des situations, et notamment lorsque se jouent des huis clos, qu'il arrive un certain nombre de conflits dans la relation proche aidant-personne accompagnée ou avec d'autres membres de l'entourage. Et la médiation familiale peut être un dispositif de nature justement à accompagner ces situations et familiales et de vie pour débloquer des aspects qui sont très situation dépendantes. Parmi les autres grandes demandes et donc réponses, c'est les solutions dites de répit, sachant que je fais un bref aparté. Il y a le répit dont on entend très souvent parler, qui sont des dispositifs qui ont bien évidemment toute leur valeur, qui sont des dispositifs à court terme où la personne accompagnée en fait est séparée du proche aidant. Et puis il y a ce qu'on appelle des soins de répit, beaucoup plus long-termistes, et notamment en regardant ce qui se passe et comment ça se joue au domicile, où là c'est la duade, notamment proche aidant et personne accompagnée, qui est considérée. Dans beaucoup de demandes de répit, la demande n'est pas d'être séparé de la personne accompagnée, elle est de pouvoir retrouver un temps qualitatif ensemble dans un environnement qui permet de ne plus avoir à endosser des gestes et des actes techniques ou administratifs pour que la personne puisse accéder à ses droits. On va peut-être passer assez vite rapidement, mais c'est pour dire qu'il y a effectivement un certain nombre de ressources qui existent dans les établissements en ville, avec des acteurs qui peuvent accompagner à la fois les proches aidants et les personnes accompagnées, parce qu'il existe des dispositifs qui s'adressent parfois qu'à la personne accompagnée, qu'aux proches aidants et aux deux. Donc on pourra revenir après plus en détail là-dessus si vous en êtes d'accord. Si on peut passer à la diapositive suivante.
Alors, parmi les ressources existantes et notamment celles que nous proposons, il y a notamment les cafés des aidants, qui est un dispositif de rencontre avec d'autres proches aidants qui ont rencontré, vécu ou qui vivent à l'heure actuelle des situations de vie similaires et qui sont des temps animés par un psychologue et un travailleur social. Donc, c'est une forme de paire aidance de groupe et qui permet justement, au travers du partage d'expérience, de pouvoir s'autoriser à penser à ce qu'on peut ou veut dans la relation d'accompagnement. Il existe aussi donc un parcours de modules de formation qui poursuit le même objectif, et notamment il existe en version distancielle en ligne. Ils existent aussi bien évidemment en version présentielle. Donc à l'heure actuelle, concernant les cafés des aidants, il y en a un peu plus, pas loin de 300 en ville. On couvre, si ma mémoire est bonne, 71-72 départements à l'heure actuelle, y compris dans des territoires ultramarins. Et puis je vais préciser justement, en Loire, si on peut passer la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors vous l'aurez compris, hein, avec et notamment mon prénom et mon nom, j'affectionne tout particulièrement ces 13 jours de France. Donc parmi les cafés des aidants qui sont présents, vous en avez un certain nombre en Loire-Atlantique, du côté de Corcelles, de Saint-Père-en-Retz ou de Douai. Pareil du côté du Mans, plusieurs à Angy, à Châlons et dans les Sables d'Olonne. Nous avons sur le site internet en fait une carte interactive qui permet aussi bien aux professionnels qu'aux proches aidants de pouvoir identifier avec les coordonnées et donc de géolocaliser d'une façon l'endroit où ont lieu les différents dispositifs. Si on passe à la diapositive suivante, il me semble, voilà, comme ça pour laisser place aux questions. Si vous souhaitez que je précise certains points, j'ai peut-être été rapide, voire trop rapide sur certains aspects, ou dans le chat si vous préférez. Oui, n'hésitez pas dans le chat ou en levant la main à poser des questions à Gwenelle Tual du coup. Des questions, des points qu'on n'aurait pas abordés, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est tellement intersectionnel que les sujets de questionnement peuvent être multiples. N'hésitez pas. Dans le chat, quelqu'un a écrit que c'était très clair. Ah, bon, merci. Puis après, je peux répondre bien aussi, bien aussi évidemment dans le chat. Hein. Si pas de questions pour le moment, je vous laisse reprendre la main. Lucie et Leslie, je vous ai passé la main du coup. Merci à vous. Je coupe mon micro du coup. Merci beaucoup. Ben, je trouve que c'est une belle introduction et on va essayer de venir compléter ça. Euh, donc, on se présente peut-être. Moi, je m'appelle Lucie Pevrel. Je suis oncodermatologue. J'ai travaillé longtemps au CHU de Nantes. Et puis maintenant, j'ai rejoint le centre anti-cancer de Nantes. Leslie Ruel, donc je suis psychologue sur le service d'oncologie à l'hôpital du Confluent. Voilà. Et donc, alors attendez, on va voir si on y arrive parce que ça a l'air d'être un peu aléatoire. Oh, merveilleux. Donc, on s'était. Hop là, il y a des questions qui arrivent. Auriez-vous un annuaire géographique des plateformes des aidants et concernant la médiation familiale, vers qui se tourner? On peut peut-être vous laisser y répondre. Ça marche, merci. Alors sur les annuaires géographiques, donc sur café, formation, donc oui, il y a un annuaire géographique du type Google Maps qui est sur le site internet de l'association, donc aidants.aidnts.fr. Il existe aussi des plateformes mises en place notamment par la CNSA. Il y a deux plateformes, une plateforme destinée aux proches aidants de personnes âgées qui est très complète. Donc vous pouvez la retrouver et on pourra vous la mettre dans le chat, je vais vous mettre le lien, mais qui est personnesagées.gouv.fr et personnes en situation de handicap, pareil, ce sont des plateformes qui recensent tout un tas de dispositifs voilà, très intéressants. Il existe aussi un autre dispositif qui s'appelle Ma boussole aidante et qui permet aussi de pouvoir repérer à l'échelle nationale des dispositifs. Donc je vais vous mettre les trois liens tout à l'heure dans le chat, comme ça vous pourrez les récupérer. Et concernant la médiation familiale, vers qui se tourner? Eh bien, l'UNAF et plus précisément les UDAF. Donc l'UNAF, l'Union familiale des associations familles, et les UDAF, donc c'est les unions départementales. Et en fait, notamment cette association, avec qui notamment nous collaborons sur ce qu'on appelle le plaidoyer, a mis en place un système de médiation familiale plus spécifiquement
à l'adresse des proches aidants. Donc avec un dispositif qui prend en compte aussi les caractéristiques de l'aide apportée et les impacts sur le système familial. Voilà. Et je vais vous mettre le lien également dans le chat. Et je vous redonne la parole, je coupe mon micro. Merci. Donc pour entrer en matière, ça nous avait semblé important de rappeler toutes les actions, enfin toutes, non, certaines actions concrètes parmi de nombreuses autres que portent finalement les aidants, qui dépendent évidemment grandement du contexte médical, de l'âge, de la situation, etc. Et donc, par exemple, pour aider au maintien à domicile, en étant présent, en assurant de la surveillance, en assurant de l'aide, pour aider à la qualité de vie, évidemment. Moi, je suis toujours frappée par le dévouement qu'ont les proches pour faire des tas de repas juste comme il faut, qui sont prêts à se donner un mal fou pour avoir le fruit qui leur fait super plaisir. Enfin, donc, ça demande du temps, de l'énergie. Il y a un plaisir partagé souvent autour de ces choses-là, d'emmener en promenade. Enfin, donc, il y a tous ces éléments du quotidien. Sur le plan plus médical, alors on s'est plus orienté cancer parce que l'une comme l'autre, c'est le milieu dans lequel on travaille. Il y a aussi toute l'importance de savoir repérer, éventuellement signaler les effets indésirables. Parfois, ça doit demander une suspension du traitement, une adaptation ou autre. Et donc, ça, si le patient ne peut pas le dire, ne peut pas alerter ou ne se rappelle plus, on perd des éléments et on est susceptible de ne pas faire au mieux pour le patient. Parfois aussi, peut y avoir des signes d'évolution du cancer et on va se baser notamment sur ces informations-là pour adapter le suivi, la prise en charge. Va y avoir aussi tout le domaine de la prise médicamenteuse, parce qu'on peut avoir des piluliers, par exemple, pour ce qui se prend régulièrement, mais tout ce qui va être du cidouleur ou cinosé, ça peut pas rentrer dans un pilulier. Donc, il va falloir pouvoir le donner ou pas au fur et à mesure, sans se tromper, sans en donner trop ni pas assez. Et donc là, c'est également un exemple concret de la place des aidants. Et ça fait deviner tout de suite que si l'aidant s'épuise, on peut avoir du danger pour la prise en charge de l'aidé, du patient, qui pourrait devenir de moins bonne qualité. Donc, c'est à la fois par toutes les choses indispensables qu'elles amènent et par du coup le manque et le danger si ça n'est plus, on devine bien l'importance fondamentale de prendre soin des aidants, de les tenir, d'en tenir compte et d'essayer de les soutenir autant que possible. Donc pour illustrer ça, on a eu envie de partir de cas d'une patiente que j'ai eue jusqu'à récemment, qui illustrait de façon assez large, on trouvait, cet enjeu de proche. Donc moi, ma patiente, c'était l'épouse de 72 ans, mais qui s'avérait être depuis des années l'aidant principal de son mari, qui avait fait 2 AVC une dizaine d'années avant et qui était devenu très dépendant. Donc, il y avait ce couple-là, le mari très dépendant depuis longtemps et l'épouse 72 en bonne forme, et très entouré par leur famille avec 5 enfants, des petits-enfants. Je pense que je l'ai jamais vue toute seule en consulte. Il y avait vraiment un maillage familial important. Et donc, elle vient me voir pour la première fois en 2019 parce qu'on venait de lui diagnostiquer un mélanome cutané, mais qui était déjà localement avancé. C'est-à-dire que quand on l'a retiré, il y avait déjà des petites métastases dans la pièce opératoire juste à proximité. Donc, on se retrouvait sur une lésion qui avait été un peu négligée, sans connotation morale, mais en tout cas qui avait un peu traînaillé et il avait fallu attendre qu'elle prenne vraiment de l'ampleur pour que la patiente vienne consulter. Elle a été opérée et puis, dans la mesure où elle avait ces petites métastases localement, elle relevait d'un traitement préventif par immunothérapie, là, qui est une gamme de traitements qu'on utilise maintenant largement. Et en fait, seulement après 2 cures intraveineuses, elle a eu la survenue de douleurs articulaires intenses, notamment des mains, avec du coup des difficultés à dormir et surtout un impact sur son autonomie. C'est-à-dire qu'en ayant ses mains douloureuses, en dormant mal, elle n'arrivait plus à s'assumer elle et à assumer son mari. En l'occurrence, il y a un traitement assez simple les corticoïdes qui ont été mis et en quelques jours, les symptômes ont régressé. Donc finalement, ça a été facile à prendre en charge, mais ça a été un peu un coup de tonnerre pour cette patiente et sa famille de dire « Ah, non, si elle peut pas assumer pour monsieur, c'est pas possible. En fait, c'est pas gérable dans leur vie. »
Donc, on avait envisagé de dire est-ce qu'on arrête ou pas notre traitement préventif, mais ça nécessitait d'aller chez le rhumato, de repasser des examens, de mettre des corticoïdes, de faire des coups de fil de temps en temps, etc. Et pour la patiente comme ses enfants, ça semblait vraiment pas compatible avec finalement la charge qu'elle avait pour prendre soin d'elle, plus de son mari. Donc, elle a eu 2 cures, point, on a arrêté et elle a été suivie. Après, elle était très consciencieuse, elle a bien fait son suivi. Et donc, sur cette première phase, il nous semblait important de redire, donc encore une fois, assez orienté sur l'onco, hein, qu'est-ce qu'on connaît, mais je pense qu'il est assez vrai dans la médecine en général, de dire que finalement, le patient comme les dents, eh bien, ils ont un sacré impact de la maladie dans leur vie. Sur le plan déjà bassement pratique, il faut aller à des consultations d'imagerie, et puis de traitement, et puis des consultes, et puis parfois il faut prendre des traitements, et puis parfois c'est 5-6 par jour, et puis c'est à heure fixe, et puis c'est à jeun, et puis enfin bref, c'est quand même du pour la prise de médicaments, souvent du à peu près quotidien, et pour les rendez-vous, bah, ça est vite fait d'être du à peu près hebdomadaire. Du coup, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça occasionne aussi régulièrement un peu de stress, hein, tout ça. Et il y a des phases particulières, comme le diagnostic au départ, comme les phases de récidive par exemple, où en plus ça se densifie. Donc c'est plus dur sur le plan psychique, parce qu'on voit bien qu'il y a des virages qui sont en train de se prendre, et en plus on croule sous les rendez-vous. En plus, on pourrait se dire, bah, oh, allez, au pire, on fixe les rendez-vous et comme ça, par exemple, qu'on est aidante comme ma patiente, et ben, je prends du relais, je m'organise avec mes enfants, etc. Ah oui, mais non, c'est pas si simple que ça parce que il y a des problèmes, il y a la prise de sang qui est pas bonne, le scanner qui est en panne, etc. Donc déjà, ça fait plein de rendez-vous. Et en plus, ces rendez-vous sont de façon régulièrement décalés ou rajoutés en urgence ou autre. Donc, pour s'organiser, bah, c'est quand même vraiment pas simple. Sur le plan psychique, il y a évidemment aussi un retentissement. Alors, on viendra après plus en détail, mais il y a vraiment toute une part d'incertitude qui apparaît dans la vie avec le cancer, avec peut-être bien que ça va aller, peut-être bien que ça va pas aller, peut-être bien qu'on va avoir des effets indésirables, peut-être bien pas. Et donc, d'être tout le temps prêt à, au cas où, mais en fait, c'est pas ça, ou c'est autre chose, c'est pas évident psychiquement. Euh, Évidemment, il y a aussi des mauvaises nouvelles qui peuvent arriver et qui peuvent être déstabilisants pour le patient comme pour ses proches. Il peut y avoir aussi de la perte d'autonomie et ça, bah, sur le plan psychique, c'est pas évident. Je pense que si on demande à n'importe qui comment on souhaiterait vieillir, bah, on souhaiterait vieillir pas vieux, quoi. Donc en bonne santé, parfaitement autonome, nickel, avec pas une douleur, pas un symptôme. Et donc, bah, les maladies comme ça sont des maladies qui peuvent venir remettre en question ça et demander à s'adapter. Donc, on sent bien qu'il va y avoir facilement un retentissement sur les proches, qu'ils soient finalement ou les aidants ou les aidés. Enfin, il va y avoir tout le monde qui va être embarqué dans cette aventure-là au passage. Donc, quel impact ça peut avoir pour le proche? En fait, il devient tacitement l'aidant. Moi, j'aime bien utiliser cette expression, on tombe malade comme on tombe aidant. Et je pense que ce qu'on peut dire, c'est que à ce moment-là, personne n'a le choix. La maladie arrive, c'est comme une onde sismique. Et la vie quotidienne, elle est bouleversée, ce qu'a dit Lucie déjà, c'est-à-dire qu'il y a autant se rendre disponible, mais aussi la responsabilité qui est liée à surveiller l'état du proche malade face aux traitements qui peuvent être plus ou moins lourds comme la chimiothérapie. Et sur le plan psychique, ce qu'on observe beaucoup pour les aidants, c'est qu'il y a un mouvement d'empathie qui va amener l'autre à une empathie presque extrême, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va alors s'oublier. Il va oublier sa fatigue pour se mettre au service de l'autre et plus tenir compte de ses limites propres. Et se rajoute quelque chose qui est important, c'est qu'à ce moment-là, il ne peut plus s'autoriser et se penser lui-même malade. Donc ce qui est à explorer, c'est de rechercher l'isolement du patient et du couple au départ. C'est-à-dire que moi, j'aime bien demander aux gens comment ils sont entourés. Je pense que ça fait partie de la responsabilité de tous les acteurs de soins autour du patient et de l'aidant. Et, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme soutien? Est-ce que c'est des soutiens familiaux, amicaux, des aides à domicile? Est-ce qu'il y a une famille à proximité? Et aussi de demander qui est l'aidant principal.
parce que tacitement, on pense que c'est le mari, l'enfant qui est là, mais tout ça, ça n'est pas questionné. À partir du moment où on le questionne, c'est-à-dire qu'on fait entrer la question chez l'autre. Et on lui donne la possibilité que ce soit pas forcément lui qui soit que aidant principal. Et ça doit lui donner aussi l'occasion de dire ses difficultés et ses Oui, angoisses. tout à fait. Mm. Et c'est important de reconnaître l'impact dramatique de la maladie dans leur vie. C'est-à-dire que j'entends dramatique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient faire rupture dans leur continuité d'existence, dans leur équilibre, à la fois individuel et de leur couple, et que chacun vit ce drame à sa manière. Et donc d'identifier leurs difficultés, de les légitimer, de nommer déjà que chacun souffre, c'est important, et de leur laisser la place pour exprimer ce qu'ils ressentent et les questionner sur qu'est-ce qui pourrait vous aider, comment on pourrait vous aider. Et on sent qu'en effet, généralement, ils sont dans, bah, c'est l'autre qui a pas de bol qui est malade, et du coup, bah non, non, moi, ça compte pas. Et, comme si c'était un gros mot quand en consulte médicale, quand on aborde, et vous allez comment? C'est souvent tout de suite annulé vite, vite, Oui, vite. oui, tout à Mais fait. si on insiste, Mm, ça peut vraiment mm, ouvrir des mm, choses. mm, mm. Et donc, suite et en l'occurrence fin de mon cas clinique, ouais, on était bien dedans au moment où on nous a proposé de faire cette intervention-là. D'une part pour monsieur, donc je vous dis, rappelle, le mélanome c'était 2019, de madame. D'une part pour monsieur, en fait, il se dégrade courant 2023 parce que en plus de sa dépendance et de son handicap, il présente un cancer ORL qui va vite tourner de travers, s'étendre et devenir en dehors des ressources thérapeutiques. N'empêche qu'il est resté à domicile quasi jusqu'au bout, à 3-4 jours près, et que madame comme sa famille ont mis vraiment un point d'honneur à être là pour lui et à aller jusqu'au bout du bout. Donc, ils ont non seulement gardé monsieur à domicile, mais en plus en refusant largement les aides pour être là pour lui. Et puis, en décembre, il finit par décéder. Sur le dernier trimestre 2023, disons, madame commence à se dégrader, complètement épuisée, ne mange plus faim du tout, moins 10 kilos, mais personne ne se pose de questions en disant bah oui, monsieur se dégrade, c'est épuisant, il faut s'en occuper, il faut être vigilant tout le temps, il faut faire des soins. Évidemment que madame, elle est fatiguée. Donc, rien d'autre ne peut affleurer. Et vu que c'est une dame consciencieuse, elle vient quand même à ses rendez-vous médicaux. Et à l'occasion d'une échographie cardiaque qui était voilà un suivi normal, la cardiologue m'appelle en disant ah non mais alors le cœur ça va. Par contre, en posant ma sonde d'échographie, ben, j'ai vu le ventre en dessous qui est juste à côté. Et là j'ai vu du liquide, des nodules. Je pense que ta patiente elle récidive. Et donc là, je la revois un peu en catastrophe. Donc un mois après le décès de son mari, et en fait, on retombe sur une récidive hyper sévère et avancée de son mélanome, où le temps de pouvoir faire le bilan, essayer de comprendre, faire la biopsie pour être sûr que c'était le mélanome et tout ça, en fait, elle se dégrade très très vite et elle décède en hospitalisation le mois dernier sans qu'on ait même pu commencer le moindre traitement. Avec une culpabilité exprimée par la patiente et surtout sa famille sur mais comment on a pu ne rien voir. C'est-à-dire qu'en effet, vu de l'extérieur, elle a fondu et elle a plongé, mais c'était tellement pas possible de faire face, c'était déjà tellement dur et tellement compliqué d'essayer d'accompagner monsieur au mieux qu'il n'y avait pas d'espace pour pouvoir se dire que en plus madame pourrait ne pas aller bien. En plus le temps était passé, mine de rien, on était à 4 ans, donc c'était considéré un peu comme de l'histoire archivée, et ça effleurait personne qui puisse se passer quelque chose, puisqu'elle n'aura jamais consulté pour dire au fait, moi, ça va pas. C'est vraiment la cardiologue qui, par hasard, s'est aperçue qu'elle avait récidivé. Elle n'aura jamais rien perçu. Jusqu'à ce qu'on énonce les choses et qu'elle voilà s'effondre, et elle disait vraiment une espèce de truc traumatique quand je l'ai vue en consultation pour lui dire que le scanner était très mauvais, sur l'espèce d'impression que c'est la catastrophe qui déboule sans qu'ils aient pu la voir. Et donc si on rebondit un peu là-dessus sur la dia suivante,
ça nous semblait important quand même de rappeler, mais comme vous l'avez déjà fait dans le topo d'avant, hein, de dire que bien sûr qu'il faut s'occuper du côté psychologique, parce que quelle charge c'est psychique de s'occuper, d'essayer d'être à la hauteur, de repérer comme il faut, de dire quand il faut et de pas dire quand il faut pas, etc. Mais il y a aussi ce problème majeur que vous avez évoqué avec des chiffres tout à l'heure, de dire qu'il y a fréquemment un impact sur la santé physique, à la fois de façon extrêmement répétée, le fait de il n'y a pas le temps, donc je vais plus voir mon médecin traitant, donc j'arrête mon traitement de la tension, du diabète, etc. Parce que pour avoir le traitement, faut aller au rendez-vous, faut aller à la pharmacie, et il n'y a plus d'espace pour ça. Nous, on voit quand même régulièrement des histoires où le diagnostic de cancer est fait tardivement, une fois où le patient décédé, et que c'est une fois veuf ou veuve que les gens ont de la place pour pouvoir s'écouter et se dire ah non mais il se passe un truc, et de pouvoir aller consulter. Et vraiment ce qui était criant dans ce cas-là, c'est la banalisation des symptômes, de dire bah oui je suis fatiguée, mais je dors pas, il me réveille 3 fois par nuit, et puis il a mal, et puis il faut que je le porte, et puis il fait 80 kilos, j'en fais 35, et puis ben, évidemment que je suis épuisée, et du coup on ne va pas aller chercher au-delà, d'autant que ça rend bien service, enfin bien service, c'est pas exprès évidemment, hein, mais il y a tellement pas de place et tellement pas de temps pour pouvoir s'occuper de soi-même, que même si on perçoit une petite voix quelque part qui dit oula c'est pas normal ce qui t'arrive, faut surtout pas l'écouter, parce que sinon on peut pas faire face, ça peut pas rentrer, donc on ne peut pas le voir. Et donc c'est important au départ, mais aussi régulièrement, de savoir s'intéresser et du coup interroger l'aidant sur son état médical comme psychique. C'est-à-dire que dans le cas de ta patiente, par exemple, sa fatigue a été mise sur le compte de l'épuisement lié à la prise en charge Exactement. de son C'est mari. moins 10 kilos, elle mangeait quasi plus rien, vu que c'est une atteinte abdominale, Mmh, et son épuisement a été considéré comme normal dans le mmh, contexte. mmh, mmh. Alors qu'en fait, alors évidemment que ça devait que participer, mais je pense que rétrospectivement, c'était largement majoritairement la récidive de son cancer. Donc, il y a également une vigilance sur la santé psychique, hein. Les enquêtes qui sont faites sur les aidants font état du renoncement de soins, comme ça a été dit dans la première intervention, et de la dégradation de la santé physique et psychique, avec une augmentation des troubles anxio-dépressifs. Et il y a aussi ce sentiment d'isolement qui est important peut-être de nommer devant le couple, en tout cas la dyade, c'est-à-dire qu'il est majoré par l'absence de reconnaissance de leur rôle essentiel par le corps médical. C'est-à-dire qu'il y a la distinction à faire entre l'aidant naturel et l'aidant professionnel. L'aidant professionnel reçoit une formation pour être aidant. L'aidant naturel, il l'est, il faut qu'il fasse avec, et qu'il fasse ses armes, je dirais, au fil du temps et de l'expérience. Il y a également une peur de l'avenir qui est très présente, c'est-à-dire le sentiment d'être le dernier rempart pour maintenir, par exemple, la personne à domicile. Et ce qui représente aussi une charge mentale très forte, qui se traduit par un j'ai pas le droit de craquer. Donc, comment on peut repérer l'épuisement d'un aidant? L'enjeu, c'est facile. L'enjeu qui va être le nôtre, ça va être faciliter l'acceptation de l'aide sans la percevoir comme une défaillance. Si on vous apporte telle aide, parce que par exemple, déjà de dire, peut-être qu'on pourrait mettre quelqu'un pour faire la toilette. Peut-être que c'est pas à vous de faire ça. Les gens ont du mal avec ça, c'est des toutes petites choses. Alors on ne peut pas aller au forcing, donc il faut voir ce qu'ils sont capables à un instant T de prendre comme aide, et peut-être se dire qu'on ne va pas être trop ambitieux et qu'on va le faire en plusieurs fois. Moi, je suis frappée par le nombre de refus, et où on sent qu'il y a quelque chose de très symbolique qui se Mm, joue. Alors parfois, je pense des promesses, de toute façon, je serai là, je ferai tout pour toi, etc. mm, Et puis, par une impression que justement, plus c'est difficile, plus il faut faire ses preuves, et justement, on n'est pas professionnel. mm, Donc, la bonne note, elle n'est pas facile à mm, attraper. mm. Et il y a quand même beaucoup, beaucoup de refus d'aide par peur d'être senti comme défaillant. Et Oui, donc tout ça, à je pense fait. qu'il faut vraiment le sécuriser. Et moi, je trouve exprimer aussi de dire, si vous faites notre boulot de soignant à notre place,
eh bien, personne d'autre ne pourra faire votre boulot de proche, de soutien par tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous voulez partager. Ça, personne ne peut le remplacer. Donc, si vous voulez le faire bien, il faut ne pas porter toutes les casquettes parce que sinon, vous n'aurez plus le temps et l'énergie de le faire. Et là, c'est un endroit où personne ne peut vous remplacer. Donc, ça, c'est chouette. Occupez cet espace-là. Mais du coup, déchargez-vous un peu du reste qu'on peut faire, sur lequel on peut vous aider. Donc de parler en fait la fragilité que la situation induit sur chacun, c'est important parce que ça permet d'évoquer ce qui peut être ressource. C'est-à-dire que pendant qu'il y aura l'aide pour la toilette, vous, je sais pas, vous pouvez aller marcher, vous pouvez faire un truc qui vous plaît, prendre un café avec votre copine ou autre, quelque chose qui va ressourcer. Parce qu'on peut pas, on doit dire que la situation risque d'être épuisante et donc donner des balises et y aller tout doucement, hein, c'est ce qu'on dit. Donc, on voit les mécanismes de défense qui peuvent être mis en place, les gens qui ne veulent aucune aide, mais on peut observer les choses. Si elles sont en place, c'est qu'elles sont importantes et que chacun fait ce qu'il peut avec la situation. Donc, c'est à identifier, à avoir en tête, mais c'est rarement à confronter. Et effectivement, on doit aussi avoir en tête que en gériatrie, il y a beaucoup plus de risques d'épuisement. Parce que je pense qu'il y a souvent déjà plus de fragilité, plus de dépendance, ce qui fait que pour les dents comme pour l'aider, les choses vont plus facilement décompenser et vont être plus difficiles, plus facilement compliquées à assumer. Et donc en effet, statistiquement, il y a vraiment plus d'épuisement, plus d'hospitalisation, plus de difficultés dans ce domaine-là, sans doute par une fragilité déjà supérieure au départ, des deux. Donc, c'est important aussi peut-être on peut dire des phrases comme ça, hein, que partager la peine de l'autre, c'est pas la porter. Et que c'est important de pas s'isoler, c'est-à-dire que aussi de leur donner un peu ce que nous on a déjà repéré en tant que professionnels, que la maladie peut isoler et qu'il faut avoir une vigilance à cet isolement et à pouvoir accepter soit l'aide, soit ce qui fait aussi la difficulté d'accepter l'aide à la maison, c'est de se dire waouh, il va y avoir tant de gens qui vont passer chez moi, ça va être un défilé, c'est insupportable. Et donc de parler de tout ça, c'est peut-être aussi essayer de les rejoindre là où ils sont et qu'ils osent s'exprimer avec nous. Et c'est important aussi, ici, moi je parle souvent de ça avec les aidants, parce que les patients en parlent tout simplement, qu'ils n'ont pas envie d'être infantilisés, c'est-à-dire qu'ils veulent garder une autonomie, si petite soit-elle, au moins une autonomie décisionnelle de ce qu'ils ont envie de manger, s'ils n'ont pas envie de manger, des choses de base, et que l'autre soit pas sans cesse en train de prévenir les demandes pour pas qu'ils se fatiguent. Et il y a aussi une difficulté en fait à voir l'autre comme une personne et non comme une personne malade parce que la maladie prend tellement de place. Et puis, en effet, souvent, ils se sentent investis. Je trouve que notamment dans les couples, le nombre de fois, il y a quelque chose autour de est-ce que je dois le laisser faire plus d'exercice, est-ce que je dois le laisser faire du vélo, est-ce que je dois lui laisser faire une balade. Puis comme moi, je suis pas d'accord. Il va faire de la pêche. Moi, je suis pas d'accord. Je pense pas qu'il faille parce qu'après, il revient fatigué. Et là, mettre vraiment des mots sur c'est quoi le sens de tout ça, c'est quoi le risque. Et il est fatigué, alors c'est grave. Enfin, c'est vraiment important et on est quand même régulièrement, en plus ça fait ressortir les conflits de couple ou les modes de fonctionnement anciens, mais c'est pas rare qu'il y ait une espèce d'ascendant qui s'installe par ce déséquilibre qui s'installe avec la maladie et et que ça vaut vraiment le coup, souvent sur le ton un peu de l'humour, de mettre ça en mots. Et moi, j'ai notamment en tête un couple où régulièrement, je suis avec le monsieur que je regarde, c'est lui mon patient, de bah oui, il y a vos femmes parce qu'il y a sa femme et sa fille qui sont ultra protectrices. C'est encore vos femmes qui essayent de décider à votre place. Et finalement, ça fait rigoler tout le monde et ça refait faire un peu un pas de côté et on remet, on répète. Euh, mais je pense que c'est très naturel en fait de vouloir être à l'auteur et de pas être pris en défaut et de vouloir protéger et bah, du coup oui de déséquilibrer le lien. Et ça m'évoque une situation où j'ai rencontré un couple où c'était la femme malade qui souhaitait que son mari voie un psychologue parce qu'elle le sentait dévasté. Donc j'arrive dans la chambre de chimiothérapie
Elle dit, mais mon mari n'a jamais parlé. Et lui, il dit, je suis dévastée par ce qui se passe et c'est tout. Et je lui dis, qu'est-ce qui vous fait du bien quand vous vous retrouvez dans une situation difficile comme ça? Il dit, ben, la pêche. Et je dis, pourquoi vous? Ben alors, allez à la pêche. Et il dit, oui, mais ça va dire quitter ma femme. Et elle dit, mais je peux rester seule. Et en fait, ça permet de refaire circuler la parole Ouais. et que chacun puisse trouver ses ressources propres. Il y a souvent un grand enjeu de je veux pas dire les trucs pour pas le blesser. Alors d'ailleurs, chut, faut pas lui dire, faut pas lui dire. Bah, ouais, mais on peut pas se mettre d'accord si on se parle pas. Et Oui. donc de dire mais en vrai, vous avez la même inquiétude dans la tête chacun. Donc c'est pas, enfin, on va pas la faire découvrir à l'autre en l'exprimant en mots. Et au contraire, le nombre de fois où il projette Mm. sur l'autre de il doit forcément être, ben non. Et donc ouais, de mettre des mots et de les inciter à se parler sur les proches, les familles ou les voisins aussi. Moi, ça m'arrive régulièrement de dire, mais regardez, vous, là, vous me disiez, je crois que vous aviez aidé vos petites voisines, là, à ce moment-là. Comment vous vous êtes senti à ce moment-là? Ah, bah, j'ai été content. Et ben, du coup, peut-être que si votre voisine, vous lui laissez cette opportunité, elle va peut-être aussi ressentir ce Mm, plaisir-là mm. de pouvoir être là pour vous, de pouvoir, et finalement, de les faire se projeter et ressentir ce qu'ils ont senti des moments où ils étaient aidants. Et ben, parfois, ça peut les aider à Oui, accepter d'être aidés. tout à fait, tout à fait. Euh, et aider dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois le patient, mais aussi l'aidant qui s'autorise à aller à la pêche Oui, c'est ça. en Ils ont un levier demandant d'action. Mm, mm. aux copains de belote de venir s'en occuper en attendant. Et donc, qui peut aider les aidants? Bah, plein de gens, heureusement. Donc, il y a déjà forcément tout le milieu non professionnel avec l'entourage, alors qu'on a mis exprès de façon très très large, hein, les bons copains, les voisins et compagnie, et puis la famille. Va y avoir aussi les personnes du domicile quelque part, donc les infirmières libérales par exemple, les médecins traitants. Et puis, il y a aussi des tas de ressources en hospitalisation soit, enfin à l'hôpital plutôt, soit que ça soit en consultation ou que ça soit en hôpital de jour de soins de support, ça existe parfois, où là on va pouvoir faire intervenir des infirmières volontiers avec des compétences supplémentaires comme les IDEC, les IPA ou les infirmières parcours, des psychologues, des assistantes sociales, et ça va être un moment pour aborder de façon différente, avec différents points de vue, différentes connotations, le même sujet de et où est-ce qu'on en est et de quoi vous auriez besoin. Et en présentant un peu comme une normalité absolue le fait d'avoir besoin et pas du tout comme une défaillance. Et puis, alors je reviens pas dessus parce que vous en avez déjà parlé tout à l'heure, mais en effet aussi il existe plein de choses comme les hospitalisations de répit, des accueils temporaires en maison de retraite, de la maison des aidants qui peuvent être de quelques heures, de quelques jours, de quelques semaines qui vont permettre de garder du bon lien. Parce que le risque, c'est que la relationnelle, il se gâte. Et que plus les gens, ils vont se perdre et se dévouer corps et âme, plus ils vont être fatigués. Et on a bien expérimenté que quand on est fatigué, c'est pas là qu'on est le plus subtil sur le plan relationnel. Donc, ça, c'est pareil aussi d'exprimer, mais bah, je vous sens agacée, madame, mais n'importe qui le serait à votre place. Et c'est pas possible que vous alliez mieux si vous vous prenez pas un tout petit peu de temps pour vous, parce que c'est pas possible, ce que vous vous mettez sur les épaules, personne ne serait capable de le supporter. Et donc, on voit bien que là, il y a un intérêt extrêmement précieux de la collaboration entre professionnels, entre la ville et l'hôpital, entre les proches, les aidants et le milieu de santé. Et c'est vraiment très important il y a des tas de fois où on loupe les infos, hein, on n'avait pas repéré et on arrive dans la cata. Donc, il y a des choses importantes à repérer. Bah, il faut que l'information circule pour qu'on prenne soin tous collectivement et qu'on soit harmonieux. Donc, pour continuer de ce que dit Lucie, on peut parler de la place de l'aidant qui a un équilibre qui est parfois difficile en consultation avec quel que soit le professionnel quand on a l'aidant et le patient. C'est-à-dire que les consultations à trois sont très énergivores et l'aidant, c'est juste le moment où il se dit, ça y est, je vais pouvoir parler, je vais pouvoir dire tout ce qui se passe et il peut parler à la place de l'autre, ce qui peut être profondément agaçant. Et peut-être qu'à ce moment-là, on peut se dire, bah, écoutez, voilà, donner un cadre d'emblée en commençant l'entretien, la consultation, en disant, voilà, je vais vous donner une place à vous, celui qui est malade là, et après, je vous donnerai une place à vous pour que vous puissiez me dire comment vous ressentez les choses. Mais bien scindé pour que
ça ne déborde pas et que chacun puisse prendre la parole. Et ça nous aide aussi ces temps-là, quand chacun peut avoir une place, de deviner aussi ce qui peut être de l'ordre d'une maltraitance, ou l'aidant se sent fatigué, du coup peut être malmenant. Est-ce que c'est quelque chose qui est convenu et qui est là depuis longtemps, ou est-ce que c'est réactionnel à l'épuisement? Et ça nous aide aussi à repérer ce que disait Lucie, celui qui va être envahissant, et donc de le rassurer qu'on est là, aussi là pour l'écouter. Et on sent bien que là, forcément, dans le topo d'aujourd'hui, on a tendance à dire, bah, faut bien sûr écouter les dents, et c'est très très vrai. En consulte, c'est rarement très équilibré dans le couple. Il y a souvent que ça soit le patient ou les dents qui prend toute la place, et c'est vrai qu'on peut être amené à être un peu parfois sec, ce qui est évidemment pas la bonne option, hein, de dire, oh, mais taisez-vous. Moi, ça m'est arrivé qu'il y en ait qui se mettent à bouder. Enfin, non, mais je veux savoir lui s'il a mal, pas vous si vous pensez qu'il a mal, mais lui et on sent qu'il y a un truc parfois très important qui se joue, et donc à la fois en étant un peu cadrant, comme tu disais, de je vous garantis que tous les deux vous allez être écoutés, donc c'est pas la peine de lui marcher sur les pieds, vous allez avoir votre tour, c'est promis. Et au-delà de ça, pourquoi il y a ce besoin si majeur d'aller se la ramener tout le temps? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est enfin, et est-ce qu'il y a de la violence d'ailleurs dans un sens ou dans un autre? Enfin, et donc il y a un vrai intérêt à essayer de comprendre ce qui se passe derrière, alors qu'aux premières vues, c'est surtout très pénible. Et on a surtout envie de dire, oh putain, dehors, vous reviendrez quand vous êtes calmé. Mais c'est évidemment pas la bonne chose. Il faut savoir repérer, oula, il y a un truc là pas très bien calé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux faire? Est-ce que c'est maintenant tout de suite? Est-ce que c'est justement un temps d'hôpital de jour pour savoir où est enfin, où se situe la souffrance de chacun? Parce que c'est ça l'enjeu. Évidemment, personne n'est pénible pour le plaisir d'être pénible, hein. Donc c'est de la souffrance quelque part, et qu'est-ce qui se joue et comment on peut apaiser, rassurer cette souffrance et y répondre. Donc, comment les aider à trouver une posture adaptée? Mais déjà, de mettre en mots l'impact de la maladie sur le noyau familial, sur les répercussions, sur le traumatisme, et aussi sur, ben voilà, vous vous trouvez dans une situation où vous avez envie chacun de protéger l'autre, et donc de pas forcément dire ce qui vous préoccupe, vos angoisses, pour pas charger l'autre. Ça, de le nommer, ils vont s'y retrouver tout de suite, ce qui peut permettre aussi de libérer une parole. Parce qu'on sait très bien que quand quelqu'un est malade, l'autre, même si le couple s'entend bien, il y a quelque chose dans la communication qui va demander aussi à s'ajuster. Et c'est important aussi de pouvoir mettre en mots les peurs qu'ils peuvent avoir. Et c'est ça, c'est des petites balises dans la prise en charge, je dirais. C'est-à-dire que dans la tempête, voilà, il y a ça, ça, ça qui peut arriver, et ils vont pouvoir avoir des repères qui vont leur permettre de s'ajuster au mieux. Et de verbaliser aussi qu'ils sont investis d'une grande responsabilité et que le risque de s'oublier est majeur. En premier lieu, dans le prendre soin, c'est-à-dire que les gens ont souvent peur de lâcher prise parce qu'ils ont peur de s'écrouler. Voilà. Donc c'était juste pour rappeler, mais je pense que vous êtes, si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà tous très convaincus, le rôle absolument essentiel de l'aidant dans la prise en charge de l'aidé. Et comme vous l'avez vu, avec le risque vraiment d'épuisement physique comme psychique, de s'oublier, de passer à côté de soi-même pendant le suivi. Faut pas oublier ça également pendant les hospitalisations, parce qu'on a souvent tendance à dire, bon bah ça y est, le malade est hospitalisé, donc les dents, ça y est, il a retrouvé sa liberté, tout va bien. Bah, l'hospitalisation, c'est fréquemment loin du domicile, avec pas forcément si facile d'accès avec ça, etc. Et donc, c'est du transport, c'est du stress, c'est rester accroché à côté du téléphone des fois que ça appelle. Donc, il faut prendre soin de l'aidant, évidemment, également dans ces périodes d'hospitalisation. Et voilà, notre conclusion, c'était surtout, c'est précieux, les aidants, donc il faut en prendre vraiment soin et être attentif à eux. Merci. Voilà, et merci pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup pour votre intervention. N'hésitez pas, oui, si vous avez des questions dans le chat ou avec la main levée, comme on vous a dit.
Donc en tout cas, il y avait quelqu'un qui avait rebondi quand on disait qu'en gériatrie, c'était particulièrement fragile, en disant qu'en effet, avec l'augmentation des cancers chez les personnes âgées et des troubles cognitifs, ben, cette difficulté de l'aidant déjà un peu âgé, fragile, on la croise de plus en plus, on y est de plus en plus confronté. Nous, on va résolument décider que c'était parce que c'était très clair. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de question. C'était très clair, très dynamique, très imagé. Je pense que ça a parlé à beaucoup de participants. On Et espère que puis, ça. moi, je suis ravie de voir aussi le fait, par exemple, Lucie, que vous exprimiez des fois les difficultés que vous pouvez rencontrer en consultation et que vous ayez l'honnêteté de vous rendre compte que c'est pas toujours peut-être la bonne posture à adopter. Donc, c'est très bien de donner ces conseils-là pour les autres professionnels qui nous écoutent. Ah bah, régulièrement, on voit le truc se faire, et on se voit déraper, trop tard. Et que, alors, inversement, quand les patients râlent sur ça s'est mal passé avec un tel et un tel, moi je rappelle souvent, on est des êtres humains, donc si on a crevé en venant, ou si la nounou est absente, et ben on est énervé, c'est pas de votre faute, c'est pas bien, c'est pas juste, n'empêche que c'est la vraie vie. Hein. Éventuellement, Lucie et Leslie, si vous êtes d'accord, peut-être vous pouvez laisser votre mail dans le chat si jamais il y en a qui ont des questions qui leur viennent après le webinaire, si vous en avez envie, hein, c'est pas obligatoire, Oui, mais tout à fait, c'est possible. Oui, on peut faire ça. ça pourra être pratique. S'il n'y a pas plus de questions, je vous propose qu'on enchaîne. Suite du coup à tout ce qui a été dit, ça va nous permettre de rebondir un petit peu et vous présenter le projet qu'on a mené du coup à Oncopel et notamment la construction d'outils à destination des professionnels et des aidants qui normalement devraient faire une transition intéressante avec ce que Leslie et Lucie nous ont présenté juste avant. Donc bon, ça va être une petite redite avec tout ce qu'on a déjà vu, mais donc il y a en France 5 millions de proches qui accompagnent au quotidien une personne atteinte de cancer. Comme ça a été dit, du coup, les nombreuses tâches réalisées par l'aidant peuvent devenir lourdes et avoir des conséquences sur l'état de santé de l'aidant et donc de fait impacter la prise en soin du patient. Donc au niveau d'Oncopel, on a décidé de s'emparer un petit peu de cette problématique de santé publique et de favoriser et soutenir la prise en charge des aidants de patients atteints de cancer. Donc, pour ça, ce projet se décline en plusieurs objectifs. Le premier, du coup, c'était d'identifier les besoins des aidants et leur connaissance des ressources existantes dans leur prise en charge en Pays de la Loire, d'identifier en parallèle les pratiques des professionnels de la cancérologie vis-à-vis des aidants, ensuite d'élaborer un outil à l'attention des aidants et élaborer un outil à l'attention des professionnels de santé. Donc pour ça, ce projet, il s'est fait en 2 temps. La première phase, du coup, ça a été de réaliser un état des lieux auprès des aidants. Donc, pour vous situer un petit peu le contexte, à la base, c'est un projet qui était mené par l'UCOG, donc l'unité de coordination oncogériatrique des Pays de la Loire, rattachée à Oncopel, pour interroger, du coup, les aidants qui accompagnaient des patients âgés atteints de cancer. L'objectif, c'était d'interroger l'aidant sur son éventuel état d'épuisement, sur ses besoins, ses connaissances et ou ses freins face aux ressources régionales existantes. Pour ça, du coup, on a inclus des aidants dans 5 centres de la région, le CHU de Nantes, l'ICO de Nantes, la clinique Jules Verne, le CHD Vendée et la clinique mutualiste de l'Estuaire. On remettait à l'aidant un questionnaire à plus ou moins 1 mois après le début des traitements de son proche, pour qu'il ait un peu du coup le temps de voir si son quotidien avait été bouleversé ou pas. On a reçu 32 questionnaires et en parallèle, on a réalisé 7 entretiens individuels et un entretien collectif avec une sociologue pour collecter des informations un petit peu plus qualitatives. Je vous ai mis les résultats de façon très synthétique, mais si ça vous intéresse, vous pourrez aller retrouver les résultats un petit peu plus détaillés de cet état des lieux sur le site internet d'Oncopel. Donc, ce qui ressortait de cette première phase d'état des lieux, c'était que la plupart des répondants estimaient donc subir un impact négatif, que ce soit physique et mental, sur leur état de santé, à cause des tâches quotidiennes qui devenaient de plus en plus nombreuses. La moitié toutefois n'avait pas envie d'être aidés, mais ils étaient quand même nombreux à vouloir obtenir de l'information sur les ressources existantes, que ce soit en format papier ou internet, pour pouvoir justement, si un jour ils avaient envie d'avoir accès du coup à des aides, qu'ils sachent où trouver l'information. Et donc, en parallèle, on a également interrogé les professionnels de la cancérologie pour du coup savoir quels étaient leurs rapports aux aidants, leurs pratiques, leurs besoins et leurs attentes concernant la prise en charge des aidants. Là, cette fois-ci, c'est un questionnaire en ligne qu'on a envoyé à tous les professionnels de la cancérologie de la région, donc ce qui représentait 1263 envois. On a obtenu 77 réponses, donc un taux de retour de 6%. Et là, la grande majorité des répondants estimaient que repérer l'épuisement de l'aidant, l'orienter et l'informer sur les aides existantes faisait partie de leur rôle. Ils ont conscience de ne pas avoir forcément ni le temps, ni les compétences ou connaissances pour prendre en charge l'aidant, mais ils
pensait quand même que c'était important qu'ils soient informés sur comment repérer l'épuisement de l'aidant, connaître les ressources existantes, connaître les droits des aidants et surtout savoir les orienter. Donc ensuite, suite à cet état des lieux, donc a été, comme l'a dit Sarah, réalisé par l'UCOG, on s'est rendu compte qu'en fait, peu importe que voilà, l'aidant accompagne une personne âgée ou au contraire une personne plus jeune, finalement, c'était un petit peu, enfin, les outils qu'on a construits pouvaient s'adresser aux deux sortes d'aidants. Donc c'est pour ça que c'est devenu après un projet plutôt OncoPL. Donc j'ai rejoint Sarah sur ce projet. Tout d'abord, on a voulu réaliser un benchmark des outils qui existaient à l'intention des aidants, donc que ce soit dans la région ou dans d'autres régions en France. Euh, on a élaboré ensuite deux outils. D'abord une fiche d'information à l'attention des professionnels, donc je vais vous présenter juste après, et un livret à destination des aidants qui ont été mis en page par une boîte de communication. Ces deux outils, ils ont fait l'objet de relecture et de validation par un groupe de travail. Ce groupe, il était composé de médecins, de paramédicaux, de psychologues et d'aidants. Donc tout d'abord, je vais vous présenter la fiche explicative à destination des professionnels de la cancérologie. Elle permet d'introduire du coup la remise du livret à l'aidant. Donc on a souhaité rappeler aux professionnels donc pourquoi prendre en compte l'aidant. Donc je pense que ça a été suffisamment rappelé dans les précédentes interventions, mais rappeler le rôle primordial de l'aidant dans la prise en charge du patient, rappeler l'impact que peut avoir son état de santé, l'impact sur son état de santé pardon de la prise en charge de son proche. Et notamment mettre l'accent sur le risque d'épuisement de l'aidant avec un point de vigilance, notamment pour les patients âgés ou en situation de handicap, où les prises en charge peuvent être beaucoup plus lourdes et par conséquent le risque d'épuisement sur l'aidant beaucoup plus important. Et c'est pour ça que nous, du coup, on propose d'accompagner les professionnels de la cancérologie en leur permettant de remettre à l'aidant ce livret. Donc, comment informer l'aidant? On sait très bien que pendant les consultations, donc il n'y a pas forcément beaucoup de temps pour pouvoir justement échanger avec l'aidant. On a mis quelques exemples de verbatim qui pourraient introduire un échange. Donc, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous arrivez à prendre du temps pour vous? Déjà, juste une petite phrase pour créer un lien avec l'aidant, ça peut être déjà beaucoup. Et peut-être dans un premier temps, pour les établissements qui ont la chance d'avoir, par exemple, des professionnels de soins de support, une assistante sociale, une psychologue, orienter d'abord les aidants peut-être vers les ressources internes. Vous pouvez lui remettre également donc, le document OncoPL qu'on a conçu en deux parties. Je vais vous présenter juste après. Mais d'abord, il y a une partie questionnaire inspirée du Minizarit qui permet à l'aidant de faire un point sur sa situation, sur l'impact de la prise en charge de son proche sur son propre état de santé. Et ensuite, une liste des principales ressources qui permettent d'accompagner les proches aidants. Et voilà, ça lui permet d'avoir un peu d'informations sur les structures adaptées à ses besoins. Donc, concernant le livret à destination des aidants, on a fait le choix donc d'un livret 8 pages en format A5 qui s'adresse directement à l'aidant. Donc pareil, au niveau de la sémantique, on a choisi de parler de proche aidant et non d'aidant, parce qu'on sait que c'est un terme qui parle pas forcément justement aux proches aidants, donc c'est pour ça qu'on a souhaité faire apparaître ce terme-là sur notre livret. Donc en premier, on a décidé de commencer par un encart qui s'adresse à l'aidant pour lui rappeler un peu sa situation, que la prise en charge de son proche peut avoir des impacts sur son état de santé, et lui expliquer que ce guide, donc, il va lui servir à faire un point sur sa situation et qu'au sein de ce guide, il va pouvoir trouver les principales ressources vers lesquelles il peut se tourner. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on commence par un questionnaire inspiré du Minizarit. Inspiré parce que dans le Minizarit, je ne sais pas si vous connaissez cette grille, mais on parle du fardeau que représente le proche. Donc on trouvait le terme vraiment péjoratif, donc on a souhaité modifier un peu les questions, mais dans le fond, ce sont les mêmes. Donc ça permet, c'est un auto-questionnaire que peut remplir l'aidant. Et juste à droite, du coup, on a une échelle pour interpréter le score, donc avec le résultat. Et ça, c'est un test que l'aidant peut refaire à plusieurs moments de la prise en charge de son proche pour voir si son état de santé évolue ou non. Donc après, on ne laisse pas les dents sans rien. Donc comment vous aider? Là, on a souhaité interpeller les dents avec des questions très pratico-pratiques. Par exemple, si vous devez vous absenter plus d'une journée, votre proche peut-il rester seul? C'est vrai que si l'occasion ne s'est jamais présentée, là, c'est vraiment que les dents se questionnent. Bah oui, effectivement, si mon proche, si j'ai besoin de m'absenter,
est-ce que mon proche est assez autonome ou non pour rester tout seul, et à ce moment-là, peut-être anticiper ce genre de situation. Et après, donc, leur expliquer qu'on a recensé du coup les principales ressources qui peuvent les accompagner, les soutenir, les orienter. Et pareil, on a bien, enfin, on a rappelé prendre soin de vous, c'est prendre soin de lui, pour lui rappeler qu'effectivement, s'il prend soin de sa santé, il pourra davantage aider son proche que si lui, voilà, ne se néglige ou autre. On a recensé du coup 10 principales structures. On a choisi de faire une légende du coup sous forme de pictogramme avec par exemple l'administratif. On a fait un focus personnes âgées pour indiquer que du coup la structure est dédiée aux personnes âgées comme par exemple l'Agir Carco. On a référencé l'assurance maladie, l'assurance retraite, la CAF, Cancer Info, le CCAS, le CLIC, la mutuelle. Donc ça, ce sont les principales, ce qu'on a appelé du coup les ressources de premier recours, où normalement, si l'aidant s'adresse à une de ces ressources, il pourra ensuite être redirigé peut-être vers d'autres structures plus adaptées. On a aussi fait un focus sur le portail national proposé par le gouvernement donc pour les personnes âgées, et également un focus sur les sites départementaux qui sont dédiés aux aidants. Comme vous pouvez le voir, là, on a des informations très succinctes. Dans un souci en fait d'actualisation de l'annuaire, on a préféré laisser par exemple un numéro de téléphone, un URL vers un site internet pour qu'on ait le moins de mises à jour possible à faire. Là, sur la version web, les URL sont cliquables. Il y aura également des QR codes pour la version papier. Pour ce qui est des associations, on a mis un petit encart en bas. On ne peut pas vraiment mettre une association plus en avant qu'une autre et donc faire une liste non exhaustive. Donc on a choisi de mettre le lien vers France Asso Santé qui va référencer du coup l'ensemble des associations en santé. Pardon, excusez-moi. Et la dernière page du coup du livret, c'est une page où l'aidant peut noter des informations, un numéro de téléphone, l'évolution de la démarche, etc. Et donc, où retrouver nos outils? Donc, vous pourrez retrouver dès la semaine prochaine les outils qui seront téléchargeables gratuitement sur le site internet donc OPL. Si vous nous contactez, on peut également faire des impressions pour vous les envoyer après et même venir vous présenter les outils, venir au sein de vos établissements, rencontrer les équipes pour vous présenter justement les outils. On peut peut-être passer du coup au temps de questions, s'il y en a. Merci Mathilde. Encore une fois, n'hésitez pas dans le chat ou en prenant la main avec l'option main levée. Oui, allez-y, Lucie et Leslie. C'était plutôt moi. Je rebondissais un peu sur ce qui était noté là dans le chat. Je pense que souvent, ce qui nous freine, c'est que quand il y a déjà plein d'infos médicales à apporter, qu'il y a du côté, et voilà, le prix c'est à jeun, vous petit déjeuner à quelle heure, ou le rendez-vous c'est là, ou puis là va falloir, non, c'est deux rendez-vous différents, faut bien aller aux deux, etc. On a parfois un peu de la réticence à poser la question, dans ce que quand on voit les dents déliquescents à côté, je pense qu'on est fréquemment un peu entre les deux, à la fois de dire que si on pose la question, on n'a pas trop de doute sur le fait que la réponse va être ça va pas du tout et que si on a déjà un quart d'heure de retard, on se dit que c'est parfois un peu compliqué et en même temps d'expérience ne pas le faire, c'est se retrouver de reprendre le problème en boomerang de façon non prévisible. Donc je pense qu'on est un peu tous convaincus que c'est super important de le faire et qu'il me semble que dans notre pratique quotidienne, on est régulièrement dans un refus d'obstacles plus ou moins conscient parce que il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas et ce qui est dommage et donc c'est ce que je disais et je me reconnais vraiment dans ce qui s'est mis, dans ce qui est mis de dire comment on trouve le compromis. Alors moi je trouve que les hôpitaux de jour sont un peu support. Parfois on dépote au psychologue, mais je pense que c'est pas, enfin bien sûr que c'est hyper aidant pour plein de choses, mais le problème pas géré qu'on dépote, c'est pas vraiment la bonne façon de le gérer. Je pense que c'est plutôt prendre le temps d'eux et comment on le trouve ce temps. Et ça, bon, vous aurez pas, enfin, je trouve qu'en effet, votre livret, il est super et donc ça peut en effet déjà ouvrir des possibilités, mais qu'on a cette problématique très très concrète du temps.
En même temps, ne pas prendre en charge et laisser la situation pourrir et les choses s'écrouler, c'est y passer beaucoup plus de temps à un moment qu'on n'aura pas choisi, hein. Oui, effectivement, c'est toute la subtilité de savoir faire un peu, pas trop, beaucoup. C'est un peu compliqué. On sait que vous avez des consultations qui sont très courtes et très intense et que forcément vous axez la plupart de la consultation forcément sur le patient. Je rejoins aussi ce que tu disais tout à l'heure, Lucie, à savoir que des fois, voilà, même quand on a une conversation avec l'aidant, d'emblée il est dans le refus. Donc ça, c'est pas forcément évident d'agir là-dessus, mais en tout cas, enfin, en plus, c'est ce que les différentes enquêtes ont pu montrer. Dès qu'il y a quand même une prise en charge ou en tout cas une prise en compte de l'aidant par l'équipe soignante, ça fait quand même son petit bonhomme de chemin, on va dire, dans la tête de l'aidant. Et même si c'est pas tout de suite, voilà, le fait d'avoir peut-être les ressources au sein de l'établissement où est pris en charge son proche ou le livret qui lui est remis, bah, ça lui permettra peut-être à un moment donné quand même d'y réfléchir et de se décider. Voilà, c'est pour ça que nous, on avait à cœur de vous présenter ces deux outils parce qu'on pense vraiment que l'implication des professionnels de santé et surtout aussi les médecins, s'ils ont un tout petit peu le temps en consultation pour déjà voilà initier cet échange, bah, ça pourra que bénéficier à l'aidant qui pourra peut-être être pris en charge par l'infirmière, la psychologue, l'assistante sociale, etc. Donc voilà, c'est le message qu'on essayait de transmettre un petit peu aujourd'hui. Et j'ai vu dans le chat du coup Katia, du coup, tu peux nous envoyer un mail. Est-ce que Mathilde, tu peux mettre la dernière slide? On vous a mis nos contacts. Et sinon, on peut vous le réécrire dans le chat. Mais du coup, vous nous envoyez un mail et puis vous nous précisez le nombre de livrets et fiches d'information pour les professionnels éventuellement que vous voulez recevoir et puis on vous les fournira. Je vous renote mon mail dans le chat du coup si vous voulez. Et je lisais là, envisager une approche partenariale avec les associations d'aidants. Je pense qu'en effet, on ne connaît pas très bien et probablement qu'on s'en saisit vraiment pas assez. Et que ça pourrait être... euh, on a un côté à se mettre un peu de la même façon, un peu en symétrie que les choses sur nos épaules, alors qu'en vrai, très probablement que la solution, c'est en effet de partager et d'orienter, plus que de se charger nous-mêmes. Oui, complètement. Après, c'est vrai que il y a heureusement de plus en plus d'associations qui ont tendance à prendre en charge du coup les aidants qui accompagnent un proche atteint de cancer, mais c'est vrai que j'ai l'impression que sur la partie onco, c'est peut-être pas encore tout à fait une maladie chronique qui est encore trop prise en charge. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude d'avoir des structures qui s'occupent d'aidants, qui accompagnent des proches atteints de maladies neurodégénératives, etc. Donc du coup voilà, je pense que il y a un travail un petit peu des deux côtés à faire là-dessus, mais c'est vrai que bah, comme tu l'as dit Lucie, l'interprofessionnel c'est comme ça que ça fonctionne, hein, donc effectivement si on peut faire du lien entre les structures, bah, ce sera toujours mieux pour faciliter la prise en charge de l'aidant. Ouais. Alors je vois une main levée. Ah bah allez-y Gwenaëlle. Ouais, peut-être pour préciser mon propos, il y a effectivement l'approche partenariale avec les structures associatives. Alors, il y en a quand même, moi je nuancerai un petit peu, qui accompagnent l'entourage de personnes ayant un cancer, et d'ailleurs quel que soit leur âge. Et puis aussi l'approche partenariale avec les proches durant les parcours de soins. L'approche partenariale, hein, si on s'inspire un peu dans la continuité du modèle de Montréal, ça nous invite aussi en fait à avoir à envisager en tout cas la relation avec l'entourage d'une certaine façon et donc à pouvoir aussi le mobiliser et se mobiliser en tant que professionnel dans une intensité relationnelle qui va permettre à un moment aux proches de retrouver un peu de pouvoir d'agir, un petit peu de prise, je dirais pas en prise, un peu de prise sur son propre parcours. Donc c'est de mon point de vue pas juste considérer les proches aidants comme des personnes qu'il faut aider, mais aussi les considérer dans ce qu'ils ont de savoir expérientiel et de comment ils peuvent contribuer au parcours pour eux-mêmes et pour l'ensemble en fait, même des unités de soins. Donc avec peut-être une visée un peu plus large là-dessus. Merci beaucoup pour cette précision. Effectivement, c'est vrai que oui, là on est dans une espèce de posture un petit peu qui s'adresse plus aux professionnels sur comment ils peuvent prendre en compte l'aidant, mais effectivement, les aidants sont de telles ressources, je pense qu'ils doivent être de vrais exemples aussi, même pour les professionnels des fois, où c'est important que chacun s'apprenne mutuellement des connaissances et des compétences. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, je ne vois rien dans le chat. Il est 15h28, on est à l'heure.
S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, on va clôturer dans ce cas le webinaire. Vous avez nos différentes adresses mail dans le chat, donc n'hésitez pas hein, si vous avez besoin de nous contacter pour différentes questions dans les jours à venir. Comme Mathilde vous l'a dit, du coup, vous recevrez la semaine prochaine par mail le lien du coup vers la page de notre site internet où vous retrouvez les outils ainsi que le replay du webinaire. Voilà, donc merci beaucoup à vous d'avoir été présents aujourd'hui. Si je ne dis pas de bêtises, le prochain webinaire donc EPL a lieu au mois de juin sur le PPS. Si c'est bien ça, voilà, tout à fait. Donc voilà, vous avez sans doute dû recevoir le Save the Date. N'hésitez pas à vous inscrire aussi pour le prochain webinaire. Et puis voilà, très bonne fin de journée. À bientôt.